Désiré, il n'y a rien d'autre d'intéressant sur cette planète, reprit celui-ci. Le président des États-Unis apparut sur un écran. Il fit un signe voulant dire OK. Ayant revêtu leur équipement, Mortimer, McQueen et Grimson rejoignirent la navette prête au décollage. Des fumées s'en échappaient. Les 3 astronautes prirent place à son bord. Les jambes lourdes, ils allaient être catapultés par une étrange machine. Le sol orangé de la planète rouge paraissait irréel en ce lever de soleil. Dans la navette, les spationautes attachés attendaient l'ordre du départ. Le Mars Raker allait décoller à présent. L'écho de la voix de contrôle martien se fit entendre. « Attention, décollage dans 10 minutes terrestres. » Le cœur des 3 astronautes se froissait, comme face à un danger indésirable. La catapulte arracha la navette du sol de la planète et un vaisseau très haut s'en saisit par un procédé magnétisme. Il la remorqua jusque dans l'espace où l'attraction de Mars ne pouvait se faire, puis elle s'arrima à une structure en cigare qui la mit sur le chemin de la Terre. Les Martiens tractaient la fusée en s'éloignant le plus vite possible de Mars. La navette filait maintenant dans l'espace, et le président Blount Saxon suivait sa direction en direct de la Terre, assis sur un grand fauteuil et entouré de ses étranges visiteurs. Le Martien lui adressa ces paroles. « Monsieur le Président, nous devons vous informer qu'un accident s'est produit il y a quelques années quelque part sur la Terre. Un événement fortuit, mais qui, sans votre bienveillance et votre accord et votre coopération, sera peut-être une malheureuse circonstance. » « Vraiment, dit le président, un être a pris possession de l'un de vos compatriotes terrestres. » Le président prit alors un air sérieux. « C'est une créature échappée de notre planète et qui, par incident, s'est retrouvée sur le sol de la Terre, » continua le Martien au teint verdâtre. Son crâne énorme et ses petites lèvres parlaient rapidement. Ses yeux noirs et obscurs, comme des lunettes de soleil, ne possédaient pas de paupières. « C'est intéressant, continuez, je vous prie, » dit le président Blount en saisissant un bebop rouge. « Notre délégation extraterrestre est ici pour vous signaler la chose, » dit l'être venu de Mars. Puis un écran révéla une projection qui expliqua le sujet. Il s'agit d'une créature extrêmement fluide. Sa constitution lui permet de résister à toutes sortes de variations climatiques. Nous l'appelons la sans nom, la non nommée. Et le peuple de Mars est aujourd'hui avec vous pour l'aider à la capturer et la remettre dans son lieu d'origine, dit le Martien en respirant d'une bien étrange façon. Formidable, une créature, un être extraterrestre de chez vous, dit le président des États-Unis en donnant un ordre dans son portable rouge. Code président des États-Unis, code non erroné. Il s'agit d'une créature verdâtre surgie de la nuit, expliqua celui-ci. C'est peut-être le Léviathan, questionna le Martien en écarquillant ses yeux et levant sa main d'un geste interrogateur. Non, je ne le crois pas. L'humain serait mort depuis longtemps, dit le président. Le banquier se leva et se mit à prier en hébreu, puis un homme courtois entra en disant « Monsieur le Président, une délégation étrangère veut vous voir immédiatement. » « Faites entrer, je vous prie, dit-il. C'est une délégation de l'ONU, Monsieur le Président. Un homme portant des lunettes et travaillant dans une agence de voyage, et j'ai suivi discrètement l'humain en question. Il ne présente aucun risque radioactif dans toutes ses évolutions de par le monde. La créature ne semble point être dangereuse pour nous autres, d'après les rapports de plusieurs nations et plusieurs services de renseignement, fit l'homme aux lunettes. Là, son nom semble trouver refuge en sa personne. Elle semble trouver paix en son corps et son âme, dit le Martien. Nous l'avons traquée depuis 10 ans. Elle ne semble point vouloir ouvrir le feu de la destruction, continua un autre Martien. Cher ami Martien, que nous conseillez-vous de faire, dit alors le président en détendant l'atmosphère, ouvrant une séance de music-hall dans les lieux. Nous allons essayer de l'attirer vers ce qu'elle désire, dit le Martien.
Elle se nourrit demanda un ingénieur de la NASA. Non, elle se suffit à elle-même, dit un autre martien. D'où puise-t-elle l'énergie demanda un professeur de sciences biologiques de Californie. Je ne peux vous répondre, dit l'habitant de Mars. Nous savons que cette créature, cet alien, vit dans votre monde, mais nous ne savons rien sur lui. Elle existe depuis des milliards d'années et a profité d'une occasion infime, fort simple pour débarquer chez vous, terriens. Certains services secrets la suivaient sans trop de zèle, voyant qu'elle n'attaque jamais pour se nourrir. Son organisme est probablement en léthargie dans le corps. Nous ne savons pas où elle est logée. Les os, la peau, l'intérieur du corps. Elle prend l'aspect d'un micro-organisme, peut-être de la taille d'une bactérie ou d'un volume gazeux, dit un savant américain. Selon les cris de Mars, la rouge, la sans nom, la point nommée, cherche le moyen de communiquer avec les intelligences extérieures pour expliquer quelques aspects de son entité. Niels Abbott entra dans la salle. Il salua le président d'une façon militaire et s'assit, le regard anxieux. Plusieurs hauts gradés de l'US Army entrèrent en retirant leurs casquettes et ils s'assirent silencieux. Le président Blount Saxon prit la parole. « Messieurs, j'attends avec impatience le retour de nos 3 astronautes sur Terre. Apparemment, comme vous pouvez le constater, ils font bon voyage, entourés par l'intelligence martienne alliée aujourd'hui à la Terre. » Un écran laissa passer l'image de Mortimer, les yeux mi-clos, bougeant ses lèvres et plongé dans un sommeil indéfinissable. Chapitre 6. La mission de la dernière chance. La navette spatiale américaine revenait de la planète Mars vers la Terre. L'étrange vaisseau qui la remorquait le faisait par un mystérieux rayon cosmique. Le général Niels dit « Monsieur le Président, la navette sera dans les parages de la Terre dans quelques semaines. Notre opération a réussi et je suis fier de vous l'annoncer. Comme prévu, elle devra se poser sans problème sur une base et nous avons choisi une base secrète quelque part dans le monde, fit un membre de la NASA. Saturne 6 est une réussite et je suis heureux de vous l'informer, dit le président Saxon en allumant un énorme cigare. Il souffla d'immenses bouffées de fumée, ce qui fit tousser le martien d'une étrange façon, rentrant ses yeux et tendant sa tête vers l'avant. « Oh, pardon, je suis désolé, fit le président en éteignant son Havana. Le martien éternua d'une puissante manière, ce qui fit des interférences dans tout l'équipement électrique aux alentours. Le docteur Frankenstein, revêtu de sa redingote et son chapeau noir, marchait dans un quartier, l'air débonnaire. Son appareil se mit à vibrer. Nul doute, le loup-garou était probablement dans les parages. Le docteur saisit son portable et contacta son infirmier bossu. « Alors, apprenti, comment va notre androïde ?»« Il dort paisiblement, Herr Doctor. »« Ah, très bien. N'oublie surtout pas de me procurer une caisse de schnapps. Je serai bientôt à la maison. » Coupant la communication, le docteur Helmut von Rosenstein resta un instant immobile, contemplant la rue. Il remit son appareil léger discrètement dans la poche de son habit vieux jeu. Au même moment, un homme à l'allure dérobée sortit de l'immeuble le plus proche. Son appareil vibra au maximum. Point de doute, ça devait être Talbot, l'homme loup-garou. Le docteur alla vers lui promptement. L'homme le dévisagea prudemment. Le soleil allait bientôt se coucher. Le docteur l'aborda. « Monsieur Talbot, je suis désolé de vous importuner. Ainsi, je suis médecin à étudier la généalogie. Je voudrais vous offrir un verre. » Talbot regarda sa montre brièvement et il le lâcha. « Monsieur, je veux bien vous accompagner, mais je dois être chez moi très tôt. Mon domicile n'est guère sûr, dit celui-ci en se frottant les mains. Vous êtes fort anxieux, mon ami. Venez, j'ai des révélations importantes à vous faire. » Les 2 hommes prirent un taxi et se retrouvèrent devant un verre dans un centre commercial. Talbot commanda un sandwich. Le docteur, une immense pizza très assaisonnée. Buvant sa bière, il dit « Talbot, je crois que j'irai droit au but. Je suis un de vos cousins, éloignés. » Celui-ci reçut la nouvelle comme un choc. Il aurait donc de la famille, se demanda-t-il. Et à sa grande surprise, le docteur lui tendit une photo très ancienne. « Nous avons un point commun, notre génétique. Certains de nos chromosomes sont du type famille Adams, dit doucement celui-ci. « Avez-vous besoin d'argent » reprit-il en souriant. « Non, dit sèchement le dénommé Talbot.
Tenez, voici un chèque de 5000 $. Je dois aller à la recherche d'une autre personne à Haïti. J'espère que vous comprenez. J'ai pour mission de rassembler mes semblables. C'est trop, docteur. Je ne sais si je dois accepter, fit l'homme loup-garou en se levant. J'ai retrouvé la piste d'un de nos cousins qui aurait des facultés fort intéressantes, celle de zombie. Prenez donc cette adresse et rejoignez-moi, vous ne serez nullement déçus. Les deux hommes se quittèrent tranquillement, le plus paisiblement du monde. Dans Broadway, le docteur marchait vers un hôtel, prenant son temps et respirant la vie à pleines dents. Puis il sauta dans un taxi qui fila à toute allure vers un palace dans un quartier chic à New York. Le docteur ayant déjà réservé une chambre, il se doucha à l'eau tiède et retira de sa montre le microfilm contenant quelques photos de Talbot, puis enferma l'objet dans une boîte métallique verrouillant à clé. Le docteur suivit une émission de musique classique sur la TV. Il se détendit après avoir rangé ses vêtements convenablement. Au petit matin, il prit un petit déjeuner au lit, et un homme frappa à la porte de sa chambre. Von Rosenstein ouvrit. « Professeur Helmut, je suppose. » Lui-même. « Professeur, j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Mon nom est Blackstone, de la sécurité du président des États-Unis. Puis-je vous voir? »« Absolument. » L'homme de grande taille s'assit, entendant une carte de police, s'assurant que personne n'était dans les lieux. Il dit « Professeur, nous traquons un individu qui ne présente aucun danger. Toutefois, les analyses et tests n'ont révélé aucune anomalie présentant des dangers pour notre population. Néanmoins, la curiosité scientifique laisse supposer que son corps abriterait un extraterrestre. »« Ça alors, dit le docteur, fort intéressé. Il demanda « Et en quoi puis-je vous être utile ?» Deux hommes en bleu sombre firent irruption. Le docteur Victor Frankenstein, surpris, n'eut que le temps de les voir présenter leurs cartes. « Dillinger et cet homme avec moi et Deringer, nous sommes des hommes de la sécurité, police spéciale lancée sur cette affaire. Docteur von Rosenstein, nous venons de suivre votre conversation. » Une puissante musique d'orgue d'église emplit les lieux. Les deux policiers surpris dégainèrent leurs armes en cherchant un assaut éventuel. Mais la musique religieuse continua et le général Niels apparut déguisé en prêtre. « Général, vous ici ?» demanda le docteur Helmut. « J'ai fait irruption sans crier gare. Tous les services de renseignement américains sont en alerte à la recherche de votre sacré petit bonhomme. Les Martiens aussi traquent la créature dans leur écrit. Elle ne doit pas quitter Mars. Et franchement, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve. » Le groupe prit place peu après dans un van au vert fumé. Le van démarra suivi d'une escorte de voitures au vert fumé. Silencieusement, le docteur Frankenstein était assis derrière Niels Abbott à l'avant, parlait dans un walkie-talkie. Il était en liaison directe avec la sécurité. « Ici Niels. Alpha, avez-vous retrouvé les traces du type habité ?»« Négatif, général, dit un officier du Pentagone. »« Quelle galère, dit Niels en soufflant de l'air bruyamment. Se retournant vers l'Autrichien, il dit « Vous devez nous aider, docteur. »« Comme toujours, dit von Rosenstein en ouvrant une petite bouteille de schnapps. Nonchalamment, le docteur von Rosenstein saisit son étrange boussole et l'attendit en avant, puis dit « L'aiguille indique le sud et je crois que j'ai trouvé. Eureka !» dit celui-ci, en rentrant l'objet dans la poche de son imperméable. Niels se retourna brusquement. « Oh, quoi, docteur, vous avez une piste ?» en écarquillant les yeux. « Vu la rareté et la singularité du phénomène, je suis effectivement sur une piste, avoua le docteur Helmut. »« Ah, bon, laquelle ?» demanda Niels en appuyant sur un petit bouton plusieurs fois. Le docteur Frankenstein, l'air gêné, continua. « Je recherche moi-même un individu qui aurait des facultés spéciales, très particulières, propres à notre genre, un être mystérieux, un homme dont certains aspects évoqueraient le zombie, mais n'ayant pas sa démarche et son aspect extérieur, il serait Haïti en ce moment. J'ai fait l'étude de ces étranges personnages paranormaux. Un hélicoptère à réaction se présenta immédiatement au-dessus du van qui roulait à allure modérée. « Cachotier !» lança le général. Le super-hélicoptère volait au-dessus du van à la même vitesse. Une voix creva le silence du van dans la radio. « Général Niels, ici le président des États-Unis. Je suis dans l'hélico. Vous êtes un as. Le Martien et moi-même traquons l'individu discrètement. Je crois que c'est le zombie dont il est question.
Notre homme à Port-au-Prince a trouvé l'intéressante personne. Et on va foutre tout ça dans un manoir, demanda le chauffeur du van en accélérant. Le manoir aux horreurs, version réelle, on aura tout vu, dit Niels en se cachant les yeux. Tous se retrouvèrent en pleine campagne, dans une belle propriété de l'État. Dans un immense jardin, le président Blount, le docteur von Rosenstein, le général Niels et les Martiens attendaient dans la nuit la venue de l'homme loup-garou, le dénommé Talbot H.J. Talbot. Une auto se présenta à l'entrée de la propriété, une vieille Mercury, à l'allure obsolète, si bien que des hommes de la sécurité ouvrirent le portail. Et le véhicule s'engagea tranquillement dans la propriété, raclant les graviers et les cailloux de ses pneus. Le président jeta un regard par une fenêtre, et dans le jardin peu éclairé, l'homme qui s'appelait Talbot descendit de l'automobile et referma la portière. Un vent frais se leva, et les toits laissèrent entendre son hurlement. « Restez assis, fit le président des États-Unis. Tout à coup, l'homme au regard livide entra. Il regarda autour de lui d'un bien étrange regard. Un immense bouquet était installé. Le général Niels le dévisagea, et son regard interrogateur se posa sur son visage craintif. Puis, continuant des mouvements de la tête fort risibles, il attendit. Les Martiens retirèrent leurs masques, très intéressés par les caractères spéciaux de cet humain. Le docteur von Rosenstein se leva et dit « Monsieur, c'est un honneur de vous avoir parmi nous, mais je suggère que vous preniez place dans cette chambre blindée. » L'homme eut un mouvement craintif, puis se décida. Aussitôt qu'il fut entré dans la chambre blindée tapissée de cuir, le président, le général, le docteur et les Martiens se mirent à l'observer derrière une vitre blindée opaque. « Vous croyez qu'il va se manifester ?» demanda le président. « Ouvrez la toiture, il est presque l'heure, » ordonna le docteur Helmut. Le toit fort élevé de la chambre blindée coulissa en deux en s'entr'ouvrant automatiquement. Un ciel couvert apparut et les nuages commencèrent à se dissiper. « Caméra go !» lança le général Abbott au système de surveillance électronique. La lune apparut ronde et brillante, et l'homme dénommé Talbot commença sa lente métamorphose en loup-garou. Des poils lui poussaient sur le visage, ses mains s'allongèrent et pareil aux pattes du loup, il poussa un hurlement dans la nuit, un cri épouvantable. Fort intéressant, continua le docteur von Rosenstein, qui n'était autre que le célèbre Victor Frankenstein décoiffé. Il remit son chapeau haute forme, saisit une cape et esquissa un mouvement de salut devant le général médusé. Le loup-garou se démenait sur le sol, poussant d'horribles gémissements gutturaux. Le président Blount Saxon lança « Quel serait son âge, docteur ?» « J'estime à 5 ans, peut-être plus, mais pour cela, il me faut vérifier son anatomie. » Un portable sonna. « Oui, c'est lui-même, » répondit le docteur en s'adressant au président. « Monsieur le Président, la vedette du folklore haïtien a été retrouvée. Vos services spéciaux me font dire que l'homme zombie que nous recherchons serait la même personne recherchée par les Martiens. Il est quelque part localisé dans un quartier de New York. » Le Martien sortit une étrange boîte et lança un processus. Une image sphérique localisa en un seul instant le lieu, la villa où se tenait le zombie. Niels prit la parole. « Monsieur le Président, lorsque le loup-garou aura fini sa crise, nous lui donnerons des vêtements propres. Je crois que tout doit rester dans le plus grand secret. » Vis-à-vis du public. « Bien sûr, général, » dit le président en sirotant un jus de fruits. « Général Abbott, allez donc me chercher le zombie, voulez-vous » ordonna le président Blount Saxon. « Ok, fit Niels en disparaissant rapidement dans cette mystérieuse demeure isolée et bien gardée. Se passaient donc d'étranges choses. Un hélicoptère Bell décolla dans la nuit et apparut sur l'écran sphérique du Martien comme une chose sans importance. Le docteur von Rosenstein saisit une bouteille de schnapps et la but d'une seule traite. Ah, comme cela fait du bien! Toutes ces émotions me rappellent la vue de mon premier cadavre. Toutefois, Monsieur le Président, comme quelque chose d'amical s'est noué entre nous, j'ai une surprise pour vous, dit le praticien Frankenstein. Ah, vraiment, professeur, fit le président. Le docteur von Rosenstein étendit une photo en poster et dit « La créature de Frankenstein sera bientôt au service de la justice et du gouvernement des États-Unis. » Tous applaudirent. Le docteur von Rosenstein demanda au président « Cependant, tout ceci doit demeurer dans les secrets d'État. »
Absolument, professeur. Absolument, nous ne divulguerons jamais l'existence de nos monstres sacrés. Soyez-en sûrs, dit le président en parlant tout bas et en ouvrant un banquet. À quelques miles de là, dans un hôpital psychiatrique, un homme dormait insouciant dans la nuit sous les lumières des phares du bâtiment. L'homme ne pouvait savoir que non loin de lui arrivaient, dans un couloir éteint, deux hommes en uniforme marchant à pas cadencés dans le silence de l'hôpital. Leurs pas résonnaient sans trop faire de bruit. Plusieurs infirmiers les suivaient. Une ouverture dans la porte claqua, réveillant l'étrange locataire des lieux. Il eut un frémissement sur les lèvres, les yeux mi-clos. Il attendit dans la nuit la porte de sa cellule s'ouvrir. Une lumière lui brûla les yeux. Un puissant coup de serrure et devant lui, deux hauts gradés de l'armée firent irruption suivis d'infirmiers en blouse blanche. « Colonel, c'est une aubaine. J'ai cru ne jamais pouvoir vous atteindre, dit un des hauts gradés. « Comme voulez-vous » demanda l'homme mal rasé. L'un des militaires dit aux infirmiers de se retirer. « Laissez-nous seuls à présent, je vous prie, c'est un ordre. Colonel, c'est pour vous protéger que vous êtes resté ici 2 années consécutives. »« Qui êtes-vous » dit l'homme en s'asseyant. « Je suis un ami, dit le militaire. « Moi aussi, fit l'autre gradé. Les 2 hommes s'assurèrent qu'il n'y avait plus personne avec eux. « Colonel, vous étiez sous surveillance psychiatrique depuis 2 ans avec ce papier. Vous êtes à présent libre de quitter l'hôpital, dit le militaire. Le colonel ne savait plus très bien où il en était. Il dévisagea l'homme à casquette, se frottant les yeux. Il lâcha. « Mitchell Grunberg, vous ici? Je vous croyais mort. » « C'est une fausse information, colonel. C'était pour vous protéger que le CIA est intervenu de la sorte, dit Mitchell. « Pour me protéger ?» demanda le colonel. « Il y a eu des fuites et notre gouvernement a dû vous faire ingurgiter une matière pour vous faire passer pour un fou. »« Dans votre intérêt, dit froidement Mitchell. Tout danger écarté, vous êtes libre à présent de quitter l'hôpital. Tenez, voici votre nouvelle identité, un nouveau passeport, des clés de voiture et des papiers en votre nom. Vous êtes couvert à présent par le gouvernement et l'armée des États-Unis d'Amérique, dit Grunberg. Non, mais je n'ai plus personne ici, Mitchell, dit le colonel. Regardez ces photos. La mémoire vous reviendra petit à petit, colonel, reprit Mitchell. Mais c'est chez moi. Oui, je me souviens, cette villa et ce beau jardin, fit le colonel. Colonel Abdul, vous avez émigré aux États-Unis il y a 20 ans. Votre famille, vous l'avez laissée au Maroc. Mais les événements ont fait que vous ne pouviez plus rentrer en Égypte. Souvenez-vous, vous étiez l'un des meilleurs éléments de l'Air Force. Mais lorsque la guerre a éclaté dans le golfe Persique, nous avons eu peur de vous perdre. Les Israéliens voulaient votre peau, ce qui ne plaisait pas à l'élite américaine. Certains champions d'Europe ont utilisé votre technique pour se battre. Les Israéliens ont cherché plusieurs fois à vous abattre sans succès. Venez me voir demain à cette adresse. Maintenant, rentrez chez vous, vous êtes libre, dit le militaire, et fit signe à son compagnon de le suivre. Abdul se leva, se lava le visage à l'eau froide. Il était 5 heures du matin, il se brossa les dents. Abdul Farid el-Harbi était vraiment colonel dans l'Air Force. D'origine arabe, Abdul avait émigré pour l'amour de la liberté. Maintenant, il était libre, de plus en plus satisfait de sa condition. Et sa famille, qu'était-elle devenue? Il ne voulait plus croire ce qui arrivait. Tout allait de plus en plus vite. Un infirmier lui tendit des vêtements neufs. Il se sentait plus protégé que prisonnier. Abdul s'habilla convenablement. Il marcha vers la sortie de l'hôpital psychiatrique. Le temps était passé si vite. Il but un thé chaud, devant lui la photo des astronautes américains vainqueurs de Mars. Il lut Mortimer Jumpy et vit son sourire triomphant. « Ils sont revenus il y a quelques jours, lui dit une infirmière. « Nom de Dieu, ils ont été là-bas sur Mars ?» demanda Abdul. « C'est vrai, c'est une nouvelle victoire, » lui répondit l'infirmière d'origine eurasienne en souriant. Dans la rue déserte, Abdul Farid al-Harbi attendait le premier taxi qui passerait. Il fit signe à une auto qui en était un. « À la gare, je vous prie, dit-il au chauffeur. » Le taxi s'engagea dans l'avenue principale. Tout allait très vite. Abdul, après un long voyage en train, se retrouva devant sa villa. Il en possédait de nouvelles clés. Abdul entra. Tout sentait le renfermer. Il n'avait pas à comprendre comment il avait passé 2 ans dans un hôpital, sans nouvelles de sa famille. Le colonel Abdul fixa la photo de sa femme. Le téléphone sonna. Il décrocha. « Colonel Abdul, c'est Mitchell. »« Alors ça va ?» dit celui-ci. « Oui, fit Abdul. Je vais vous envoyer du personnel faire le ménage chez vous. Allez vous détendre dans un hôtel cette nuit, voulez-vous » dit Mitchell Stephen. « Bien, fit Abdul. Prenant quelques dollars, Abdul sortit. Il s'acheta un pyjama et prit une chambre à l'hôtel Raspberry. Passant une agréable nuit, il s'endormit doucement, laissant la télévision allumée. Au petit matin, on frappa à la porte.
C'est Mitchell, en tenue civile. Il invita Abdul à prendre un petit déjeuner dans le hall et engagea une conversation. Colonel Abdul, j'ai quelque chose à vous proposer. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu retrouver ma mémoire et toutes mes facultés, dit Abdul. Ici, vous savez, nous redoutons un fléau qui ne cesse d'augmenter en Europe. Quelque chose de palpable? Non, un venin qui refait surface comme une terreur oubliée, vous saisissez? Pas vraiment. Un horrible ennemi à vous et un ennemi commun. Le néonazisme, très exactement, dit Mitchell. Cette vieille histoire de sorcière est terminée, révolue à jamais, fit Abdul. Nos agents ont décelé des infiltrations de personnes classées, expulsées des États-Unis. Ces personnes tenteraient de provoquer une guerre de grande envergure au Moyen-Orient. Je m'explique. Des opérations sont lancées afin de doter Israël d'armements nucléaires et d'armes offensives non réglementaires. Selon certains traités internationaux de désarmement nucléaire, Washington ne voit pas cela d'un bon œil. Les Américains veulent rester maîtres de la détention de ces types d'armes nucléaires. Ils ne veulent pas que les Israéliens disposent de ce genre d'armement. Pire, certains dirigeants israéliens menacent l'Allemagne actuelle qui, depuis quelques années, est pratiquement réunifiée. Des opérations militaires sont engagées par Israël pour attaquer l'Allemagne au cas où celle-ci présenterait un trop grand renouveau de néonazisme. Vous devez nous aider à parer une telle catastrophe, dit Mitchell Stephen. Et les Russes, demanda Abdul. Ils ne veulent pas se mêler de quoi que ce soit. Les Russes boudent d'Israël depuis l'effondrement de l'URSS. Le néonazisme serait donc à nos portes, dit Abdul. Les tensions augmentent sans arrêt. Tout le génie israélien est en l'air, prêt à frapper l'Allemagne. Et tous ces jeunes qui rêvent de l'art, rien, vieille haine, vieille rancœur passée. Sortons, voulez-vous? Les deux hommes prirent place dans une Chevrolet qui mit route vers Washington. Assis à l'arrière de la somptueuse auto, les deux militaires continuèrent leur discussion. Nous vous avons interné, Abdul, pour votre sécurité. Abdul Farid Harbi resta un moment sans dire une parole. Il était d'origine égyptienne, mais naturalisé américain depuis fort longtemps. Abdul regardait la verdure de la ville, des îlots, des enfants jouaient dans les rues. Vous croyez que cela va arriver? Demanda Abdul. Quoi donc, Christopher? La fin de la vie de toute chose, reprit Abdul. C'est écrit, nous ne savons pas quand ni pourquoi. Il se peut qu'il en ait ras-le-bol un jour, dit là-haut, dit l'Américain ironique. Nous sommes arrivés, colonel Mitchell, dit le chauffeur. Appliquez la mesure adéquate discrètement, voulez-vous? Dit Mitchell. En réalité, l'automobile qui suivait les deux militaires n'était que celle du général Mitch et du docteur Helmut Victor von Rosenstein, dont la boussole en forme de crâne ne cessait de vibrer. Ah, une énergie humaine, dit Helmut. Un autre monstre sacré dans cette voiture, demanda Mitch, et il reprit. Essayons de voir comment est fait ce papillon. Le docteur lança. Bizarre, il n'a pas l'air d'être un homme à part entière. Ma boussole tourne différemment. Mitchell et Abdul se retrouvèrent dans les locaux dans le service de la défense américaine. Une lourde porte électrique se referma derrière leur voiture. L'auto s'arrêta enfin et les deux colonels descendirent. Ils se retrouvèrent devant une immense salle éclairée qui semblait attendre un extraterrestre. À son côté, une foule de savants de toutes nationalités. Le martien laissa les deux hommes ébahis de par sa constitution. Une voix retentit dans les haut-parleurs. Colonel Mitchell, colonel Abdul, soyez les bienvenus. Nous vous attendions et précipitez les choses pour vous contacter le plus vite possible. Israël a développé des sites de missiles nucléaires et menace de frapper la nation allemande. Le CIA a repéré toutes les superficies dans le monde en alerte et a besoin de vous, colonel, pour vous infiltrer et détruire ces sites qui sont certes un grave danger. Certains sites sont actuellement à la frontière égypto-israélienne et vous êtes la seule personne capable. Il y aurait, colonel, un super appareil de conception avancée, un bombardier de très haute technologie qui vous attend. Vous devez le diriger seul en tant que commandant de bord et détruire les cibles qui présentent un danger pour l'humanité. Sachez que vous n'attaquez pas Israël, mais vous leur faites comprendre qu'en détruisant leur armement nucléaire, vous sauvez ainsi des milliers de vies innocentes. Pendant ce temps, Mitch et von Rosenstein s'étaient arrêtés non loin des bureaux. La boussole en forme de crâne du docteur Frankenstein s'était immobilisée. Von Rosenstein n'était-il donc pas le docteur Frankenstein, remettant son chapeau et sa redingote à la mode du 19e siècle? Ils descendirent. La voiture suivie de cet étrange. Le colonel Abdul resta pensif un instant. Non seulement ils ont été sur Mars, mais j'ai devant moi un spécimen de cette planète grandeur nature. Quelle époque!
Colonel Abdoul, vous seul êtes capable de neutraliser la guerre. Ne l'oubliez jamais. Le fait que vous avez séjourné tout ce temps à l'hôpital psychiatrique vous rend invincible à abattre les méchants, lança le président en déambulant d'un escalier. Abdul Farid al-Harbi se retourna les yeux perçants. Lui, d'origine arabe, était engagé dans l'UCR pendant plusieurs années de sa vie. Il salua le président Saxon. Mitchell salua à son tour. Un drap énorme se déployant, laissant apparaître l'esquisse d'un avion sans dérive. Le B-7, dernier fleuron des bombardiers de l'UCR. Il a besoin d'un équipage pour le piloter, mais d'un seul homme pour le diriger, dit le président. Et c'est notre manoir qui va s'en charger, dit-il en entrant. Attendez, je vous présente une équipe bien spéciale, dit-il en désignant de l'index une porte qui s'en trompe dévoilant les monstres. Salut à tous, je ne devais jamais être découvert, mais dans pareilles circonstances, je suis prêt à vous aider, dit l'androïde en une voix rauque. Voici Frankenstein, présenta Nils. Abdoul le dévisagea. Il mesurait plus de 2,50 m. Le colonel Abdoul posa un doigt sur un écrou de métal situé sur une tige dans son cou. « Ouch, c'est vrai, c'est absolument effarant. Frankenstein, tu existes donc vraiment, dit-il. Ici, et c'est mon œuvre et mon génie, dit le docteur Helmut, Victor Frankenstein d'un air modeste. Frankenstein, vu sa corpulence et sa force surnaturelle, sera situé à l'arrière du bombardier B-7. Il s'occupera d'un canon mitrailleur si des avions militaires tenteraient de vous donner la chasse, dit Nils. Je serai aussi du voyage, dit l'homme loup-garou. Ah, Talbot, je savais que vous ne vous désisterez pas, reprit Nils. Oh, vous êtes vraiment un loup-garou demanda Abdoul. L'homme loup-garou est spécialiste de la voltige aérienne et il peut diriger les bombardiers de nuit sans infrarouge. C'est son aptitude à discerner les cibles de nuit. Il est un des meilleurs acrobates du ciel, continua le général Nils. Il prendra votre relève, Abdoul, la nuit de pleine lune, compris, dit le président. Tiens, ma boussole s'affole, dit le docteur Victor. 2 hommes firent irruption dans les locaux secrets, Dillinger et Deringer. Pardonnez notre intrusion, mais l'homme de Haïti est quelque part ici, dans les locaux, expliquèrent les 2 policiers. Des Martiens présents émirent de mystérieux sons. La créature est là, expliqua l'un d'eux. Puis les Martiens déballèrent un bien étrange matériel. Abdoul sentit quelque chose sous ses pieds. Une étrange luminosité s'inséra en lui. Une force électromagnétique jeta au sol tous les assistants. Un insolite être phosphorescent apparut alors que la lumière s'enfuit dans les locaux. « N'ouvrez le feu sous aucun prétexte » cria le docteur Helmut von Rosenstein. Debout sur ses pieds, le colonel Abdoul s'endormit. Les habitants de Mars laissèrent filtrer une musique bien étrange. « C'est l'entité que nous recherchons » dit l'un d'eux. « La créature de Mars est présente dans le corps d'Abdoul. »« Regardez » dit Nils. « Ainsi, c'est donc pour cela que ma boussole s'affole » continua le docteur Frankenstein. « Elle le quitte à présent. Elle est redescendue sous terre » balbutia le colonel Mitchell stupéfait. Abdoul s'affaissa de tout son poids sur le sol. Les Martiens saisirent une sorte de détecteur et se mirent à baragouiner d'étranges propos en suivant l'entité à la trace dans les locaux où la lumière était à présent revenue. Des soldats firent irruption. Le président demanda de faire silence. « Elle est partie. Elle a quitté les lieux. À présent, messieurs, du sang-froid, dit-il. » Une jeune médecin, femme, aux cheveux blonds et à la blouse rose, portant des lunettes apparut et se mit à tapoter Abdoul sur les joues pour le ranimer. Abdoul put déchiffrer Dr Love sur une petite plaquette accrochée à sa chemise. Il perdit connaissance lorsqu'il revint à lui. Abdoul avait devant lui, assis dans de grands fauteuils, tous ses compagnons qui le dévisageaient. Les Martiens et à leur tête leur supérieur dirigea vers celui-ci un rayon d'une puissance inégalée. Abdul Farid al-Harbi reçut le choc qui ne lui communiqua aucune douleur. Cependant, il fut saisi d'une extrême chaleur de couleur rougeâtre. Il se sentait merveilleusement bien. Son corps se réchauffait sans la moindre fièvre. Le président Blount et le général Nils, les yeux fixés sur lui, essayaient de redonner des ordres aux officiers supérieurs qui les entouraient. Tout à coup, une auréole se forma sur la tête d'Abdoul et tel un rayonnement grandissant, des hiéroglyphes apparurent dans la pénombre de la salle. Le docteur Love remua ses lunettes de bas en haut et il fut rejoint par un petit bonhomme chauve mais chevelu à l'arrière de son crâne qui lâcha.
C'est l'autorité d'Égypte, ancienne. Puis il disparut dans un couloir en marmonnant d'étranges propos aux médecins tout autour de lui. Abdul ne disait mot. Des hiéroglyphes se dessinèrent au-dessus de son corps, dévoilant de mystérieux dessins animés expliquant l'étoile de Sotis. Le petit bonhomme chauve, sans doute égyptologue et professeur de médecine, éminent chercheur, répondait au nom de Todd van der Blinch. Son assistante, le docteur Love, lui demanda « Professeur, l'entité risque de réapparaître et Abdul résistera-t-il à sa manifestation ?»« Passez-le immédiatement dans le nouveau système de CG, » ordonna Todd. Comme par enchantement, les hiéroglyphes animés disparurent. Poussé par une équipe de cardiologues, Abdul Farid continua son check-up. Loin de là, insouciant de ce qui arrivait, Mortimer Jumpy flirtait dans un salon éclairé avec sa femme légitime depuis quelques jours, Ivana mariée à lui dans une mairie américaine, donnant de grands baisers insoucieux de la terrible fin du monde qui menaçait et les martiens, les monstres sacrés et les humains. En se servant des cocktails de fruits, les deux amoureux se laissaient vivre dans le bonheur dans cette bourgade de Carmel by the Vintage, un coin serein et caché, où ils étaient acquéreurs de leur nouvelle propriété, digne d'un homme de l'espace. La maison était décorée de photos, de barques et de son sol, beaucoup de pièces d'antiquité, meubles en bois ciré et collections de liqueurs rares.